On va démarrer la session maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire d'information organisé par Archivistes Leaders, la communauté, on va dire, la plus dynamique d'archivistes du continent africain. Nous sommes curieux de savoir d'où vous nous suivez et je l'ai déjà demandé, mais je vais demander encore à chacun de se présenter dans le chat, prénom, pays d'origine. Présentez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et merci à ceux qui ont déjà fait, qui se sont déjà présentés. Et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce jour. Je suis Jean-Marie Capé, premier responsable d'Archiviste Leader, et je voudrais, avant d'introduire cette session, rappeler à toutes et à tous les dispositions d'usage à prendre pour nous permettre de passer ensemble un moment inoubliable. Alors, nous portons déjà à votre connaissance que ce webinaire est enregistré, il faut le savoir. Ensuite, je remercie tout le monde de fermer les micros et de les ouvrir que lorsqu'on a la parole ou lorsqu'on vous donnera la parole. Il faut également utiliser le chat pour poser vos questions ou laisser des commentaires durant les interventions. Il faut s'assurer que vous avez une bonne connexion, c'est important. Il faut prendre de quoi noter parce que des informations importantes seront certainement données ici. Et puis, il faut garder toujours un esprit de courtoisie et de respect dans les échanges. Et enfin, invitons le maximum de personnes à nous rejoindre. Alors, revenons à présent à notre webinaire de ce jour. C'est un webinaire relatif à la valorisation et la capitalisation de l'expertise africaine en matière d'archivage. En effet, nous avons l'honneur ce jour de recevoir une éminente personnalité du Conseil international des archives, afin d'être éclairé sur un projet innovant qui permettra à l'Afrique de bénéficier à terme d'une réelle autonomie en matière d'expertise archivistique. C'est une initiative qui permettra aussi d'adresser le nombre de défis auxquels nous sommes souvent confrontés, sans toujours attendre l'intervention de compétences et expertises extérieures très loin de nous et qui sont souvent déconnectées des réalités du continent. Le projet donc, qui nous réunit est le projet d'inventaire des experts africains du secteur des archives. Et donc, aujourd'hui, la session d'information sur ce projet nous permettra de créer donc un cadre formel afin d'identifier les experts africains pour servir l'Afrique et même exporter notre expertise au-delà des frontières du continent. Au programme, nous aurons, après cette introduction, la présentation de l'importance de la création d'un réseau de professionnels forts par Emmanuel Ongwa-Yassé du Cameroun. Nous aurons également la présentation de notre invité du jour, le professeur Pasma, par Obé Estelle, qui nous rejoindra rapidement. Enfin, nous aurons la présentation du projet, sinon une session d'information donc sur ce projet innovant par le professeur Pasma. Et honneur aux femmes, nous allons laisser le soin à Madame Estelle Obé, épouse Ogressi, de terminer la session. Je vais donc laisser la parole à présent à M. Yassé Fabrice Ongwa pour nous parler en quelques minutes de l'importance de la création d'un réseau professionnel fort dans le secteur des archives. Bonjour et bienvenue à cette rencontre. Alors aujourd'hui, j'ouvre le débat d'aujourd'hui en vous parlant de la nécessité de collaborer. Pourquoi on doit collaborer aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le projet de concevoir un réseau professionnel fort dans le domaine des archives est important? Alors, nous sommes tous conscients que le besoin en Afrique en matière d'archivage est vital et ce besoin n'épargne aucun pays. Tous les acteurs sont concernés, que ce soit les archives nationales dans la nécessité de déployer des politiques d'archivage, les acteurs du secteur privé dans le besoin de faciliter l'accès à l'information et pérenniser les savoirs et les acquis des entreprises, la nécessité des centres de formation de disposer de l'expertise approuvée par le terrain africain et disponible pour renforcer les compétences des nouveaux professionnels et le développement des associations professionnelles permettant de mobiliser les ressources nécessaires au déploiement constant de la profession, que ce soit dans les problèmes liés à la gestion manuelle de l'information ou archivage physique, c'est on le diront ici, ou encore le déploiement des systèmes d'information répondant aux exigences des normes en matière d'archivage électronique, ainsi de suite. Alors, face à cette panoplie de problèmes, le continent doit déjà
se mobiliser. Se mobiliser à plusieurs niveaux. C'est vrai, il y a déjà la mobilité au niveau des associations, associations sous-régionales, associations nationales, mais cela ne répond pas toujours au problème. Le besoin continue à se faire ressentir. Et alors, dans son objectif de mutualiser les efforts et de renforcer le dispositif en place, le Programme pour l'Afrique a décidé de nous accompagner aujourd'hui pendant cette session de webinaire pour pouvoir nous présenter avec clarté et simplicité son très grand projet de concevoir un répertoire, c'est-à-dire un catalogue, d'autres un inventaire des professionnels du secteur des archives. Alors, j'aimerais précéder la présentation en soulignant que la nécessité de mettre sur pied ce type de projet ou d'initiative en Afrique est vitale et apportera beaucoup en valeur ajoutée sur non seulement le déploiement du Conseil international sur le continent, mais aussi ça permettra aux Africains, collaborateurs africains, de pouvoir mieux se connaître, établir un réseau de contacts et faciliter le processus d'échange d'expériences, de savoir-faire et le développement des associations qui sont le socle même de déploiement de ce type d'initiative. Alors aujourd'hui, nous accueillons des invités venant de partout du continent, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique centrale, de l'Ouest, de l'Est et du Nord. Et pendant cette session, nous allons échanger sur pourquoi ce projet, qui sont concernés par ce projet, quels sont les profils les plus attendus, quelles seront les modalités de déploiement des experts qui seront inscrits dans ce catalogue et quelle est la valeur ajoutée de ce projet pour améliorer la capacité du continent africain à maîtriser son information, quel que soit le niveau d'intervention des professionnels du secteur des archives. Merci à vous et bienvenue dans cette session de webinaire. OK. Merci bien, M. Yassé Fabrice, pour cette belle présentation de laquelle nous retiendrons certains mots-clés. Ce projet nous fera gagner en efficacité, en économie, nous permettra de faire évoluer le métier. Par ce projet, nous pourrons standardiser nos pratiques en Afrique, nos pratiques archivistiques, les aligner au niveau international, mais également au niveau local. Et puis aussi une interconnexion entre professionnels au niveau de l'Afrique. Merci bien pour cette présentation. Je vais donc de ce pas laisser la parole à Madame Aubé, si elle est là. Et donc, Madame Aubé va nous présenter notre invité du jour pour entrer de plein pied dans notre sujet. Madame Aubé, vous avez la parole. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez très bien. On vous entend très bien. OK. Il faut dire que j'ai eu du mal à faire des choix, tellement le CV de notre invité est monstrueux, mais il fallait le faire. Ça montre combien de fois c'est une dame dynamique, engagée, surtout dans le domaine des archives. Notre invitée a des origines africaines, c'est quand même bien de le savoir, elle est tunisienne. Elle a une maîtrise en études sociales, détient un diplôme d'études supérieures spécialisées en archivistique, dont un troisième cycle en gestion des archives publiques et des documents administratifs. Ces deux diplômes, elle les a obtenus respectivement à l'Institut national du travail et des études sociales de Carthage et l'Institut supérieur de documentation de Tunis. Titre qu'elle va compléter par un PhD, entendez donc un doctorat en sciences de l'information à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de Montréal au Canada. Notre convive a occupé successivement les postes de chargé de gestion des ressources humaines, administrateur conseiller en gestion des documents administratifs et archives publiques au sein des archives nationales de Tunisie, formateur de gestion des archives publiques. Elle y a participé activement à la conception et à la mise en application du programme national de la gestion des documents publics au sein du gouvernement tunisien. Superviseur du laboratoire archivistique au Canada et professeur à la Haute École de gestion à Genève en Suisse, où elle est responsable du master en sciences de l'information dans la filière information documentaire.
La professeure Basma est impliquée dans plusieurs projets de recherche en archivistique. Ses travaux de recherche ainsi que ses conférences et ses publications, j'ai noté à peu près plus d'une trentaine de publications écrites en anglais et en français, portent essentiellement sur l'évaluation des archives, les dimensions de qualité des archives et également sur l'accessibilité aux données publiques. Le professeur Basma est également dans le monde associatif. Elle est présidente de l'association Olos Suite, j'espère que j'ai bien prononcé, mais surtout délicat, d'où sa présence ici avec nous aujourd'hui. Elle est membre du comité programme délicat, responsable donc de la coordination entre ce programme, dans le programme délicat et le comité d'experts sur l'évaluation des archives. C'est elle la coordinatrice du programme pour l'Afrique francophone. Et personnellement, j'ai eu la chance de la rencontrer deux fois de suite au Cameroun en 2018 et à Dakar en 2019. Donc, le docteur Basma, c'est dans ce cadre-là que, dans ce programme, qu'elle est avec nous aujourd'hui afin de nous présenter un de leurs projets phares, à savoir dans l'inventaire des experts africains du secteur des archives. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et les membres, je pense que Capel a déjà dit, les membres d'Archivistes et Leaders sont très honorés de vous avoir parmi nous. J'espère tout de même avoir dressé une copie plus ou moins fidèle de votre personnalité. Alors, bon, je pense que là, on peut rentrer sur le vif du sujet. Je vous remercie. Un très grand merci, chère Estelle. C'est moi qui est honorée par cette invitation. Je suis très heureuse de participer à cette belle discussion. En ce moment et en cette période très particulière de l'année. Comme vous le savez, on se prépare pour fêter la Semaine internationale des archives. Et cette année, c'est particulier. On est concerné particulièrement parce qu'on parlera surtout d'une archivistique inclusive basée sur la collaboration et le partage de connaissances. Et évidemment, ces principes qui devraient guider nos activités professionnelles et puis associatives aussi dans le domaine archivistique ne peuvent absolument pas être efficaces et pertinentes si on n'a pas le réseau d'experts, le réseau de professionnels ouverts et donc intéressés et convaincus par la nécessité de partager les connaissances. Donc, un grand merci pour m'avoir donné la parole pour vous parler un peu de notre projet qui est un peu le livrable, un des livrables importants de notre programme, le programme pour l'Afrique qui se poursuit dans sa phase 2. Donc, permettez-moi juste de vous donner une petite idée sur le programme pour l'Afrique. Juste un petit rappel, je n'ai pas de doute que c'est assez connu, mais je me permets juste une petite parenthèse pour vous rappeler un peu cette initiative. Donc, le programme pour l'Afrique, comme vous le savez, ça a été initié en 2015, fin 2015 en particulier, avec une configuration unique, c'est-à-dire sous la supervision de notre collègue qui a fait un très, très beau travail, James Lowry, et qui a mené beaucoup d'activités intéressantes par rapport à la formation, par rapport à la promotion de l'Afrique, ses compétences, ses expertises également, mais aussi en contribuant à la formation et à la formation des formateurs. Cette première phase, comme je l'ai dit, elle est partie, donc elle a été initiée en 2015, fin 2015, et elle a été finalisée en 2020. Donc, il y a eu une rencontre d'évaluation aussi par rapport à ce qui a été réalisé. Et dans le cadre de la première phase, si vous vous rappelez bien, il y a eu
quelques activités aussi francophones, pas seulement activités anglophones, pour couvrir aussi les besoins et pour aller à l'écoute des professionnels francophones. Et donc, cette première partie a été finalisée avec une belle reconnaissance, on va dire. On a pu obtenir 2 prix donc internationaux, prix donc remportés par le Programme pour l'Afrique au sein du Conseil international. Le premier, c'est le Dutch Digital Heritage Network Award for Teaching and Communications, qui récompense en fait les efforts portés sur les activités liées à la préservation numérique et à travers l'enseignement en particulier et de la communication. Donc le deuxième prix, et puis c'est la même année, le même mois, c'était un finish très 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 heureux, en tout cas pour l'équipe qui a travaillé derrière ce programme. Le deuxième, comme j'ai dit, c'est sur l'Innovation Award dans la catégorie des formateurs qui récompense les approches novatrices et l'accès à la préservation numérique via le programme universitaire ou bien de partenariat entre divers parties prenantes. Alors, donc, ça, c'était la première phase. Et à la fin de cette première phase, on a bien noté la nécessité d'attribuer un peu plus de place, on va dire une configuration un peu plus paritaire qui prend en compte la particularité du contexte africain francophone. Comme vous le savez tous, nous avons une disparité, il y a des différences qui sont assez marquées et qu'on note bien au niveau des 2 contextes. On est bien dans le contexte africain, mais on sait très bien ce qui se passe en Afrique du Sud ne sera pas comparable à ce qui est à Tunis ou bien à Dakar ou bien voilà. Donc il y a l'aspect culturel, l'héritage professionnel, donc tout ce que vous voulez, mais il y a une réalité différente. Et pour justement pouvoir amener une réponse adéquate à ces besoins particuliers ou spécifiques dans les 2 zones linguistiques, on a opté à une configuration un peu différente pour la deuxième phase. Alors, la deuxième phase, elle est partie, a été formalisée en décembre 2020 et on a commencé à travailler sur le programme et la publication des objectifs, je dirais, donc en début de cette année. La configuration actuelle propose donc 2 volets, donc un programme pour l'Afrique harmonisé, mais avec des objectifs communs, que je rappellerai dans quelques instants, mais avec une déclinaison pratique ou d'opérationnalisation qui répond plus aux particularités des 2 zones linguistiques. Donc, avec mon collègue Cléophas Ambera, qui participe pour chapeauter le volet anglophone, on a convenu de travailler ensemble d'abord sur les objectifs pour après penser à une déclinaison spécifique pour les deux zones. Donc, ce qui est prévu pour l'instant, c'est une phase 2 qui va couvrir la période allant de 2001, donc début 2001 jusqu'à la fin de 2023, pardon, et nous avons choisi de prioriser essentiellement des objectifs qui touchent justement cette idée de coopération et de collaboration et de partage. Plus spécifiquement, on a priorisé nos activités en se focalisant sur un premier objectif axé sur le partage des connaissances, partage de connaissances avec des méthodes via plusieurs activités, basées sur la communication surtout, mais avec une approche durable. Le deuxième objectif, c'est centré sur la formation et la formation
des formateurs, qui est un axe important basé sur le principe de l'autonomisation des pays africains à exploiter leur propre expertise, leurs propres compétences, les compétences qui sont existantes, mais malheureusement qui ne sont pas identifiées tout simplement. Donc ça, c'est déjà, on a noté ce problème à différents niveaux, et en discutant avec les participants qu'on a eus dans les sessions de formation, et Madame Estelle était bien au centre de ces discussions, on a bien noté que en fait, le problème de nos milieux professionnels dans l'Afrique francophone, c'est pas qu'il n'y a pas d'expertise, c'est qu'on ne les connaît pas et qu'ils ne sont pas identifiés. Donc, ils ne sont pas valorisés. Donc, la formation des formateurs, clairement. Après, l'idée de travailler un peu en collaboration avec toutes les facilités, les infrastructures aussi de l'ICA, ça c'était un principe de base, en capitalisant ce qui a été réalisé par la phase 1. Alors, dans ce cadre-là, et en particulier dans le cadre du premier objectif, nous avons cherché à travailler à quelque chose qui pourrait être un livrable et une contribution concrète, et qui pourrait réellement contribuer et amener un changement. Tout à l'heure, j'ai parlé de le problème de l'identification des expertises, et pour pallier à ça, nous avons convenu avec mon collègue kenyan, sur la partie anglophone, de développer un catalogue, vous l'avez appelé inventaire aussi, c'est quelque chose qui rentre bien et qui rend bien le sens, un catalogue, ou si vous voulez, qui se présentera sous forme d'une cartographie qui va identifier quel expert pourrait être contacté, à quel niveau, à quel pays et sur quelle expertise en particulier. Donc ça, c'est vraiment l'ambition qu'on a par rapport à ce premier travail. Et je pense que la communication avec votre association, qui est une belle occasion, je dirais, un espace très, très intéressant pour favoriser la collecte d'informations autour des compétences et des expertises africaines dans divers domaines. Alors, concrètement, comment on va procéder? Alors, pour le premier draft de ce produit, on a convenu de travailler à partir des explorations faites jusqu'ici, avec d'abord le beau projet international Interpares, qui a aussi une section africaine et qui a essayé de recenser, il y a quelques années, les différentes institutions de formation et aussi les profs et les enseignants et les formateurs dans le domaine. Donc, déjà, il y a une piste qui nous permet de détecter et de poursuivre et mettre à jour cette piste de formateurs ou de professeurs. Alors, les experts dans le domaine archivistique ne se limitent pas au seul domaine académique et professoral. Donc, on peut être expert aussi quand on est un professionnel expérimenté avec une belle expérience derrière nous. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'étendre cette base de données et base d'informations pour inclure également les professionnels qui ont une expertise sur une fonction particulière en archivistique. Pour ce faire, nous comptons tout d'abord travailler sur 2 volets. Le premier volet, c'est technique, et le deuxième volet, c'est la collecte des données, donc le contenu. Viendra après la question du design et puis le choix de comment afficher cette information, etc. Je dois vous rassurer d'abord que ça va être un livrable gratuit, accessible à tous.
Comme vous le savez, de plus en plus, on nous parle d'ouverture de données, de partage de connaissances, des sciences ouvertes. Donc, c'est plus envisageable maintenant de choisir autre chose que les voies accessibles et l'ouverture des données et des connaissances. Donc, dans ce cadre-là, nous allons nous baser sur le volet technique, sur l'initiative d'étudiants de l'HEG, la Haute École de Gestion de Genève, qui vont initier le projet d'exploration et la proposition d'un petit pilote à partir de septembre. Donc, ils vont travailler dans un travail de groupe qui va durer une année à peu près. Donc, une année scolaire, évidemment, de septembre à juin. Leur mission est d'explorer et de faire un comparatif des outils qui permettent d'afficher ce genre de contenu. La deuxième mission, c'est de collecter les informations, donc on va les coacher évidemment avec un assistant qui va m'aider à mener ce travail. Et je compte beaucoup aussi sur l'initiative d'Archivistes Leaders et puis la communauté qu'il y a derrière pour contribuer à ce beau projet. Un appel à contribution sera lancé plus tard. Donc, dès qu'on ait un peu le projet et puis les outils sur les rails, on va vous solliciter très certainement pour donc chercher votre contribution. Alors ça, c'est le premier volet à initier. Ensuite, au niveau du contenu, nous allons également solliciter les archivistes nationaux via le Conseil international des archives et via le programme, donc le comité du programme, qui va nous assister à lancer cet appel. Donc, une demande sera officiellement envoyée à tous les archivistes nationaux, en particulier du continent africain, pour qu'ils puissent nous éclairer sur les compétences africaines qui se situent dans leur périmètre. Donc, ça, c'est une piste. La deuxième piste au niveau de la collecte, nous allons aussi solliciter toutes les associations que nous avons répertoriées. Il y a aussi une collaboration prévue à ce niveau-là avec la section des associations au sein de l'ICEA pour justement nous épauler à ce niveau-là, pour essayer d'atteindre le plus d'associations possibles au niveau africain. Alors après, on va faire un appel au niveau du portail, donc au niveau du PIAF, le portail international des archivistes francophones, que vous connaissez certainement aussi, pour solliciter nos partenaires et nos fidèles, on va dire, pour qu'ils puissent compléter notre base d'informations. Donc, le projet est en train d'être initié. J'ai le plaisir, évidemment, et l'honneur de le présenter brièvement avec vous, mais on aura très certainement une occasion pour le présenter avec beaucoup plus de détails les prochains mois, très certainement. Je ne sais pas s'il y a des questions de votre côté. Il y aura beaucoup de questions, certainement. Je demande à tous les archivistes leaders qui ont des questions à poser de bien vouloir se préparer. Mais avant, je laisse la parole à Estelle Aubé, avant de poser ma question. Oui, moi, j'ai juste envie que le professeur revienne un peu sur les cibles, en fait, qu'elle revienne un peu sur le profil des experts qui on va considérer comme experts dans ce projet-là, qui est considéré comme expert. Effectivement, donc Estelle, comme toujours, elle met le point sur le doigt sur le point le plus important. Effectivement, c'est un débat qui a occupé en tout cas pas mal
notre groupe de travail et notre réflexion. Et effectivement, il y a des études qui identifient clairement qu'est-ce qu'on entend par expert, par professionnel, par expert, par formateur des formateurs, etc. Donc, il y aura vraiment des critères très définis, très bien définis. Ça va être défini en termes de nombre d'expériences réalisées sur telle ou telle activité. Ça va être aussi quantifié par le nombre d'années professionnelles dans un service d'archives. Ça va être aussi quantifié via le niveau d'instruction et le type de formation de base. De manière générale, mais aussi dans le domaine archivistique, il y aura vraiment beaucoup de critères et je dois vous dire que la collecte d'informations n'est qu'une première étape. Ces informations seront collectées, mais ils seront aussi traités. Donc, le traitement des données qu'on va voir portera justement sur l'examen des dossiers et l'exploration des informations présentées pour qu'on puisse profiler proprement et correctement les experts comme prévu. OK, merci. C'était ma question aussi, mais Estelle m'a défoncé. Parce qu'un des points importants, c'est de savoir qui on appelle expert. Je demande à tous les participants dans le groupe de bien vouloir lever la main pour qu'on vous donne la parole rapidement pour poser vos questions. La deuxième question que je voudrais poser, c'est est-ce que lorsque les informations sont collectées et traitées, qu'on est retenu dans cette base, est-ce qu'il y aura une certification ou je ne sais pas, un document qui prouve qu'on fait partie de la base pour intervenir? Alors, c'est une excellente question également. Alors, notre compréhension des choses est la suivante. C'est qu'on ne va pas, via ce répertoire, donner une reconnaissance individuelle pour chacun. Mais le collègue ou la collègue qui sera répertoriée pourrait donc indiquer cette information pour ses activités futures. Le fait d'être répertorié dans la base de données des experts de l'ICA veut dire que il y a une certaine reconnaissance nationale et internationale. Et c'est quelque chose qui, en soi, fera aussi la fonction d'une certification, sans que ça soit indiqué par un papier, encadré, tout ce que vous voulez. OK, merci. Je vais laisser la parole à Emma Aka pour sa question. Il va se présenter et poser sa question. Merci beaucoup, fondeur. Je dis merci à professeur Basma pour cette belle prestation. Ma préoccupation se situe au niveau des domaines d'expertise. Elle en a parlé des experts, mais quels sont déjà les domaines d'expertise dans notre domaine déjà prédéfinis, je vais dire ainsi, dans lesquels nous allons chercher les experts en vue d'investir le continent africain? Vu que notre domaine est un domaine vraiment en perpétuelle évolution. Voilà, ce qui est aujourd'hui un domaine peut tout de suite ne plus être un domaine où déjà peut connaître ses limites, vu que d'autres choses viennent s'y ajouter. Alors, quels sont les domaines déjà prédéfinis, les domaines d'expertise? Tout à fait. Ça, c'est effectivement un des points qu'on a discuté au niveau de la configuration de la base de données. Quelle configuration on offre pour pouvoir naviguer et chercher l'expertise X dans le contexte Y. Alors, de manière générale, on reconnaît qu'il y a plus ou moins deux types d'expertise. En archivistique, il y a les expertises standards. De manière très générique, donc archivistique de manière générale, records management en particulier, donc traitement des données et archives actives et semi-actives, et aussi un autre volet classique, on va dire, c'est le traitement des archives historiques. Le deuxième axe est plutôt lié aux enjeux qui occupent bon nombre de nos institutions d'archives et les institutions aussi de patrimoine.
comme par exemple l'enjeu numérique, la gestion des données numériques ou bien la gestion numérique des archives. Sans oublier évidemment les problématiques liées à la gestion des archives hybrides. Parce que comme vous le savez, il n'y a pas le zéro papier. La complexité se situe toujours aux environnements hybrides, qui est complexifié par les formats numériques et les supports numériques. Un autre troisième volet serait orienté plutôt fonction archivistique. Et là, on aura des expertises spécifiques liées à la description, par exemple, quelqu'un qui est très à l'aise avec les métadonnées, les standards de métadonnées, et qui est en lien avec la description, ou encore quelqu'un qui a beaucoup d'expertise sur l'évaluation, ses instruments, ses politiques, ses stratégies, ou encore quelqu'un qui a un travail donc significatif au niveau de la pérennisation, et donc ça toucherait plutôt l'archivage pérenne, ou un autre profil qui serait très avancé au niveau de la valorisation et de la diffusion et de la communication des archives. Et là, on est vraiment dans des couloirs, on va dire, et des fonctions archivistiques spécifiques. C'est a priori la vision qu'on a par rapport au domaine d'expertise. OK. Merci, professeur. Guy Landry, pour sa question. Question brève, s'il vous plaît. D'accord. Salut à tous, vous m'entendez mieux? Très bien. D'accord. OK, ma question elle est très simple. Professeur Basma, vous avez parlé d'un ensemble de critères sur lesquels vous allez vous appuyer pour définir qui est éligible en tant qu'expert. Mais en Afrique, on a une réalité aussi qu'on néglige beaucoup, c'est que beaucoup d'entre nous sont devenus archivistes, bon, on peut dire par surprise, et se sont limités à un certain niveau de diplôme, pas un diplôme trop évolué. Est-ce que le diplôme va servir seulement de point focal pour définir, ou bien, c'est pas, il y a donné une petite explication, c'est-à-dire quelqu'un qui a un doctorat dans le domaine des archives, dit quelqu'un qui a un BTS, c'est vrai, ça fera parler, on voit que le doctorat est plus évolué. Mais dans l'exercice du métier, souvent, celui qui a le bac plus 2 a beaucoup d'expertise sur le terrain parce qu'il a été confronté aux différents aléas, aux différentes responsabilités du métier par rapport à celui qui a le doctorat. Donc, sur quoi on va s'appuyer pour savoir que celui qui a le bac plus 2 est un expert? Voilà, parce que dans ce genre de sélection, il arrive qu'on discrimine ceux mêmes qui sont vraiment experts et on sollicite des personnes certes, qui ont le diplôme, mais qui n'ont aucune expérience dans ce domaine parce qu'ils n'ont pas été confrontés sur le physique. Donc, il voulait savoir. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, effectivement. Vous savez, donc la question des diplômes ne sera pas l'unique critère. Ça va être un indicateur parmi d'autres. Et ça va permettre aussi de relativiser un peu le poids de ce critère, parce qu'on n'est pas dans un recrutement administratif. Hein. On ne cherche pas à recruter quelqu'un pour intégrer un master ou un doctorat pour voir ses diplômes d'abord. C'est pour ça que les critères, et puis comme j'ai dit, le traitement des données collectées se baseront sur l'idée de dossier. Donc, on regardera aussi les réalisations du collègue qui a été indiqué ou bien signalé comme expert sur telle ou telle chose. Très certainement, alors c'est ça qui sera un peu prenant au niveau de la réalisation de cet outil. Il n'y aura pas des listes et des listes infinies de personnes, ça je peux vous le dire tout de suite, parce que ça va prendre du temps pour qu'on puisse valider et vérifier, investiguer, voire dans certains cas, pour qu'on puisse évaluer adéquatement le profil indiqué. OK, merci professeur. Je demande aux Amazones du groupe de poser des questions aussi. Ignace Bassiono, vous avez la parole. Monsieur Ignace Bassiono, est-ce qu'il est là? Il a la main levée. Alors, le temps qu'il ouvre son micro, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Sinon, moi, la question que je voulais poser, c'était vous m'entendez? Je crois qu'il est là maintenant, monsieur Ignace, donc vous avez la parole. OK, bonjour.
Bonjour. Oui, docteur, vraiment, je suis ravi d'échanger avec vous. Voilà, tout simplement parce que je me suis basé un peu sur une de vos publications pour rédiger mon document de mémoire en 2019. Ça fait plaisir de savoir. Notamment l'introduction donc au module OAIS que vous avez fait, je crois, c'est lors de la journée donc, des archivistes suisses, je crois. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc vraiment, c'est grand merci déjà. OK, au fait, ma question, c'est de savoir, lorsque, par exemple, vous parlez de l'ICA, est-ce que ce serait une obligation, par exemple, pour l'expert qu'on aura choisi, par exemple, d'être affilié à l'ICA, d'avoir payé ses cotisations? Non, c'est ça l'idée de ce produit libre et accessible à tous. Il n'y aura aucune barrière. Donc, le membership ne conditionne pas l'information ou la façon dont on va procéder pour l'identification de nos collègues experts africains. Excellente nouvelle. Mais j'exhorte tout le monde à devenir membre. Ah, OK. Ah, mais apparemment, il faut être membre à leader, archiviste leader. Oui, voilà, membre au moins de archiviste leader, je le suis. Non, mais c'est avec plaisir. Évidemment, c'est ça l'idée, c'est de couper avec cette culture de barrières et de silos. On n'a pas besoin de catégories de personnes pour être identifié comme expert. OK, merci professeur. On va passer à la question suivante. Mais avant, j'avais une question que je voulais poser. Quel sera le rôle des instances régionales de l'ICA dans ce projet? Nous allons être en contact avec les régions et les sections et les groupes d'experts. Très honnêtement, l'organisation de la communication et la collecte de données n'a pas été encore définitivement planifiée. On a quelques pistes. On va initier juste après la semaine internationale notre plan d'attaque pour cet aspect-là. Au niveau de la communication à l'ICA, ils sont très occupés par l'organisation du programme de cette semaine. D'ailleurs, je profite pour vous inviter à voir et à suivre donc ce programme très intéressant. Nous allons présenter un webinaire le 10 juin à 10h sur ce qu'on a pu réaliser à l'HEG, à la Haute École de Gestion de Genève. Et nous recevons aussi des experts et des étudiants aussi africains. Et c'est pour ça que je vous en parle. Donc, vraiment, n'hésitez pas à suivre ce webinaire durant lequel on va lancer et on va inaugurer un laboratoire d'archivistique qui est le premier en Suisse, un laboratoire qu'on a nommé Archilab et qui va proposer un espace d'enseignement évolué, équipé avec des logiciels documentaires dédiés à la classification, à l'évaluation, à la description, à la pérennisation, mais pas seulement, on aura aussi un atelier de numérisation, ce qui est assez unique en Suisse. C'est la première en Suisse. Super. Donc, je suis très contente de vous l'annoncer et suivez-nous donc à cet webinaire qui va se dérouler le 10 juin à 10h, donc jeudi. Et d'ailleurs, comme vous l'avez bien noté peut-être dans le programme de cette semaine internationale pour l'archive et l'archivistique, ça va être sous la thématique de la coopération. Et donc, ce n'est pas un hasard qu'on a choisi de se positionner à ce niveau-là. Super, merci. On va poursuivre les questions avec M. Gaudens Dié. Et ensuite, on prendra la question de Adibi Koladé. M. Gaudens. Merci beaucoup. Merci, fondateur. Merci, professeur, pour votre brillante présentation. Et moi, j'ai deux petites questions à poser. La première question, je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, archiviste. Comment adhérer à ICA? Et la deuxième question, c'est est-ce que ce réseau d'experts africains que vous êtes en train de mettre en place prendra en compte aussi des formations à l'extérieur? Parce que dans nos États, il faut dire la vérité, dans nos États, l'étude est limitée à un certain niveau.
alors que dans d'autres États, il y a quand même la florescence de connaissances et d'autres diplômes qui peuvent être pris. Et donc, c'est pour savoir si le volet de formation aussi est pris en compte. Merci et bonne continuation. Merci pour votre intérêt et pour vos deux questions. Pour la considération de la formation, oui, clairement. Donc, comme je l'ai dit, on ne va pas considérer juste les diplômes, mais aussi les réalisations. Et je dois vous dire que le message derrière, c'est aussi de pouvoir détecter l'intelligence africaine qui peut faire énormément de choses avec très peu de moyens. Ça, c'est quelque chose qu'on a. Et puis, je dois vous dire, c'est une des qualités des profils africains parce que ce n'est pas forcément possible avec les autres collègues qui ont toujours fonctionné avec des facilités existantes toujours à leur portée. Donc, typiquement, comment gérer les objectifs d'archivage dans son institution avec des moyens très limités, voire inexistants. Donc, là, c'est quelque chose qui est absolument considéré dans notre réflexion. Comment adhérer à l'ICA? Il suffit d'aller sur le site du Conseil international et vous aurez pratiquement dès la page d'accueil comment devenir membre. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez envoyer un petit mot au message d'information et vous aurez votre réponse. En ce moment, et bien, depuis quelques mois quand même, sinon je dirais même un peu plus d'une année, il y a une volonté confirmée par rapport à la façon de communiquer avec les membres. Il y a toute une réflexion stratégique qui a été vraiment lancée pour motiver toutes les personnes qui ont un intérêt pour l'archivistique, quelle que soit leur provenance ou leur origine. Et je dois vous dire que tous les principes ont été révisés de manière à mettre le principe de l'inclusivité au centre des activités de l'ICA. Ça a été clairement confirmé. Merci, professeur. Merci. OK, c'est un très bon point. On va aller directement dans la diaspora avec Adjibi Olade David. Bonjour à tous. Bonjour, cher professeur, pour votre communication, votre brillante communication. Et j'ai une préoccupation. D'abord, je me présente. Moi, je suis étudiant en master ingénierie de l'information numérique à Jean Jaurès, Toulouse. Et je salue d'abord l'initiative et je voudrais savoir si dans le recensement, dans la constitution des bases de données des experts africains, s'il y a un volet qui est prévu pour les experts juniors. C'est-à-dire, si je demande les experts juniors, c'est-à-dire il y a des étudiants et beaucoup plus de jeunes qui continuent les études, mais qui développent des aptitudes dans des fonctions archivistiques tellement spécifiques, pointues. Je prends peut-être le volet de la communication, de valorisation des archives, du côté de l'archivage numérique, mais qui, au fond, n'ont pas encore assez d'expérience qu'on peut quantifier sur le terrain, mais qui développent quand même des aptitudes nécessaires d'être experts, qui sont sur le chemin d'être des experts. Est-ce qu'il y a un volet qui est prévu pour cela, pour constituer une base de données pour les experts juniors? C'est surtout ça que je voudrais savoir. C'était ma seule question. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette question. Une chose très importante qui va véhiculer le traitement des données collectées, c'est vraiment de baser la réflexion sur les compétences réalisées. Donc, de manière factuelle, qu'est-ce que notre candidat a fait? Qu'il soit junior, qu'il soit donc jeune ou pas, ce n'est pas la question non plus. Si on est jeune, à 25 ans, on a pu monter des expos virtuels autour des archives, ou bien on a contribué à la modélisation d'un système conforme au AIS, ben, je peux vous dire, même quelqu'un à 60 ans ne pourrait pas forcément le réaliser. Donc ça aussi, c'est une piste assez biaisée, donc baser la réflexion juste sur l'âge ou bien le diplôme, je le dis encore, la réflexion et l'évaluation portera sur les compétences réalisées. Et ça, c'est différent.
Ok, merci professeur. Il est 8h05. Je voudrais savoir si quelqu'un a encore une question, sinon on va conclure, on va aller vers la conclusion. S'il n'y a pas de question, je peux prendre peut-être une petite question qui m'a été envoyée, une question par rapport au profil et par rapport au secteur. Est-ce que étatique ou privé? Je peux répondre que les deux sont considérés. Donc, on prendra des profils du monde associatif, du monde étatique, public, administratif, technique, scientifique. Il n'y a aucun problème par rapport au secteur. Au contraire, ce sera là peut-être une déclinaison un peu, additionnelle peut-être à ajouter. Ok, merci professeur. Je pense qu'on va maintenant au thème de notre session. Je vais laisser la parole à Estelle Aubé, Madame Zodessi, pour merci, dire le mot de fin. Bon, nous tenons à remercier déjà tous les participants. On était plus d'une trentaine. Et un merci particulier au professeur qui nous a fait l'honneur de présenter justement ce projet d'un catalogue d'experts, de professionnels du domaine des archives. Merci beaucoup au professeur Basma. On sait que vous êtes très occupé. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et je compte sur vous aussi dans les prochains mois à nous assister pour mener à terme cette aventure. On le fera. Nous retenons donc l'objectif du projet est de valoriser et identifier les professionnels de l'Afrique francophone, peu connus et visibles aujourd'hui, afin donc de disposer d'une cartographie des compétences et expertises dans le continent. Et surtout, ce qui nous a vraiment plu, c'est que cette base de données, le livrable sera gratuit et accessible à tout le monde. Et nous avons tous la chance, qu'on soit jeune, vieux, voilà. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il devient plus difficile pour un professionnel d'être compétent seul aujourd'hui. Comme nous l'a rappelé Yass au début de la réunion, la raison d'être d'un réseau est de fournir des ressources, dont des savoirs, des expertises et des informations, d'être en relation que le professionnel ne possède pas personnellement et dont il a besoin pour agir. Il permet de développer les expériences nouvelles et faire évoluer les métiers. La coopération reste dans le maître mot du travail en réseau. Nous recommandons donc à tous les professionnels des archives d'adopter cette posture. Coopérer, c'est interagir par la réalisation des actions communes. Donc, on remercie tout le monde et on espère se retrouver très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Jean-Marie, comme nous avons l'habitude de le faire, il faut que... On va tous ouvrir les micros et les caméras et applaudir pour notre invité. Et on est sûr qu'on se reverra très bientôt. Je vais entendre votre temps d'innovation. Merci beaucoup. Merci à vous. Très gentil. C'est honoré. Merci beaucoup. Allez. Très belle journée à tous. Très bonne journée à tous. Merci.